Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Arcade Hyde Podcast. Pour cet épisode, je reçois Clément Girard. Bonjour Clément. Bonjour Lucas. Clément, tu es mon 6e invité. Et pour cet épisode, je te propose donc de commencer comme tous les autres. J'aime bien cette structure, le classique, ça a du bon. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Clément Girard, j'ai 30 ans, je travaille actuellement chez GFP Technologies, j'habite à Chartres. Ça, c'est une introduction assez détaillée, c'est assez sympa. Et pour enchaîner avec ta présentation, comme on le fait toujours avec nos invités, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours, s'il te plaît ? Oui, alors moi, mon parcours est un petit peu atypique dans le sens où je suis rentré dans le monde de l'IBMI vraiment par hasard. En fait, j'ai passé un BTS SEO, donc service informatique aux organisations. Et en 2013, à cette époque-là, j'ai eu la chance en fait de répondre oui à une sollicitation qui m'a emmené en fait finalement là où je suis aujourd'hui. Je m'explique, l'entreprise GFP dans laquelle je suis cherchait à l'époque des développeurs pour renforcer ses équipes et ils ont eu l'idée de se rapprocher du BTS qui était dans la même ville qu'eux, BTS dont je faisais partie. Et on proposait à des personnes, si elles étaient intéressées, de leur offrir une formation d'initiation en fait au développement RPG. Et il s'avère que quand on m'a posé la question, j'ai répondu oui. C'était pas du tout un plan de carrière pour moi. Je m'orientais plutôt vers le développement web, mais j'ai eu la curiosité de dire oui. J'ai fait la formation suite à cette sollicitation-là pendant 8-10 jours. Et suite à ça, j'ai travaillé en job d'été chez eux pendant un mois, en juillet 2013. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis rentré avec deux autres camarades. Et la première semaine, en fait, on l'a passé tous les trois devant un PC à coder tous les trois sur un petit programme. Et tous les soirs de la première semaine, quand je rentrais, je disais aux personnes qui étaient avec moi, je sais pas ce que je fais là, je comprends rien, c'est pas pour moi, je suis vraiment pas à ma place. Et finalement, à la fin de mon mois de job d'été, mon discours c'était, je veux pas reprendre mes études, je veux rentrer dans le monde du travail et c'est ça que je veux faire. Ah oui, Et donc finalement, j'ai eu la chance que GFP me reprenne en CDD en septembre 2013. Donc j'ai arrêté mes études, je suis rentré en CDD et je suis passé ensuite en CDI en mai 2014 et j'ai ensuite évolué développeur, tech leader en 2018 et depuis fin 2022, j'occupe le poste d'expert technique chez GFP. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. ok, moi ce que j'en retiens, c'est vraiment le volte-face que tu as fait, vraiment le virage à 180 degrés par rapport à l'IBMI. C'était au cours de l'été où tu l'as découvert. Il s'est passé quoi en fait ? Je saurais pas trop le dire. Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de choses concrètes. Et le fait de travailler et de voir que ce que je faisais, ce qu'on faisait, c'était concret, c'est peut-être ça qui m'a stimulé et qui m'a donné envie de poursuivre dans cette voie plutôt que de retourner sur les bancs de l'école une année supplémentaire pour faire une licence. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait que c'est pas tant l'IBMI ou le RPG de base, je pense que c'est vraiment le fait de travailler et de faire quelque chose de concret. Tu me dis si je me trompe, mais dans ton cas, on pourrait presque parler, il y avait une volonté de prouver quelque chose, de se dire ça y est, je suis prêt pour le grand bain quelque part. Peut-être de me prouver un petit peu à moi-même, effectivement, mais comme je disais, j'ai besoin d'être stimulé et je pense que le retourner à l'école ne m'aurait pas autant stimulé que ce que j'avais pu rencontrer sur ce mois de job d'été et par rapport aux perspectives que ça pouvait m'offrir, parce que je pense que ça a dû malgré tout jouer un petit peu, c'est que la possibilité d'avoir un emploi proche de là où je vis,
avec des perspectives intéressantes en termes de carrière. Ça a dû effectivement jouer également une part dans ma réflexion. D'accord, donc c'était autant, on va le dire, quelque part quelque chose que tu voulais te prouver à toi-même que l'occasion qui a fait que. On peut dire ça, oui. Toujours les circonstances, c'est le hasard fait parfois bien les choses. Et exactement, parce que pour le coup, je suis rentré dans ce monde-là vraiment, bah, comme je l'ai expliqué, vraiment par hasard. C'est une opportunité qui s'est présentée à moi. J'ai eu la chance de répondre oui finalement à cette opportunité. Et me voilà presque 11 ans plus tard. Je suis toujours dans ce monde-là. J'y suis bien ancré. Je m'y plais. Je m'épanouis là-dedans et je vois encore de belles perspectives d'avenir. Ah tiens, maintenant que tu l'évoques, tu n'as pas bougé de chez GFP, Tech depuis 11 ans, c'est ça? C'est ça. Alors, l'entreprise a subi quelques modifications, mais effectivement, je suis rentré en tant que petit jeune qui n'avait même pas 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, je suis toujours dans la même société. Mais comme j'ai pu le dire, voilà, c'est stimulant aussi bien d'un point de vue technologique que j'ai la chance en fait d'être dans une entreprise où le métier est très intéressant, très complexe, mais qui offre également beaucoup d'opportunités. Et de par mon parcours chez GFP, en fait, j'ai eu la chance, en fait, quand je suis rentré chez eux, d'être dans une équipe où on m'a donné le goût des choses bien faites. On m'a appris à bien faire les choses. On m'a donné le temps aussi de bien faire les choses. Et en fait, on m'a inculqué une forme de culture du bien faire. Pas seulement de faire ce qu'on demande, mais aussi de bien le faire pour le rendre ensuite plus facilement lisible par d'autres, plus facilement évolutif. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît toujours aujourd'hui et qui m'a plu dès le départ parce que il y avait une notion de qualité derrière. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tout ce qu'on a pu me donner comme clé quand je suis rentré et que j'essaye d'appliquer toujours aujourd'hui, parce que voilà, c'est ces premiers mois de formation qui, je pense, forment une personne pour une partie de sa carrière professionnelle là. Ces principes-là qu'on m'a donnés au départ et que je dois notamment à deux personnes que je tiens à saluer et qui sont Stéphane Gaulier et Mathieu Poncin. Ces préceptes-là, ces principes-là, j'essaye aujourd'hui de faire un maximum pour les faire perdurer et faire en sorte que on soit meilleur aujourd'hui que ce que l'on était hier, dans une optique toujours d'amélioration continue. Ah, c'est assez explicatif, c'est assez approfondi. Merci, pour tout ça parce que j'allais dire vraiment 11 ans dans la même entreprise, dans le monde de l'informatique à l'heure actuelle, c'est quand même quelque chose de rare. J'ai la chance, moi, comme je le disais, d'avoir trouvé un contexte professionnel, géographique aussi, qui font que, en fait, toutes les pièces du puzzle s'assemblent bien entre elles. Professionnellement, j'ai la possibilité de faire des choses techniquement que je ne pourrais peut-être pas faire ailleurs. C'est ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, c'est ce qu'on dit toujours. Il y a un métier dans lequel on travaille qui est relativement stimulant, qui est très riche, très complexe et qui offre une grande ouverture finalement par rapport aux tâches à réaliser. Donc aujourd'hui, voilà, je trouve parfaitement mon compte en fait dans ce que je fais aujourd'hui. Je suis entouré aussi de personnes et de collègues que j'estime beaucoup. Et ces différentes composantes, l'humain, le professionnel, le personnel, tout ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, je suis présent dans la même entreprise depuis 11 ans et tout se passe bien parce que pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me convient et dans lequel je suis épanoui. C'est beau, quelque part, franchement, c'est quand on voit dans tes explications, ça s'entend, ça se ressent. C'est beau de voir quelqu'un qui est épanoui professionnellement dans son milieu. Encore, on va dire dans notre cas, ça nous réjouit encore plus que ce soit sur l'IBMI. Mais ça me permet encore mieux d'introduire la partie suivante. Maintenant qu'on sait que ça fait 11 ans que tu es chez GFP Tech, que tu as pu voir pas mal de choses, c'est l'heure de la rubrique projet du Arcade Eye Podcast. Comme pour mes précédents invités, est-ce que toi, il y a un projet en particulier qui t'a marqué dans ta carrière et dont tu voudrais un peu nous expliquer les tenants, les aboutissants?
Comment est-ce que c'est arrivé? Comment ça t'a été présenté? Et comment est-ce que toi, même l'équipe, dans laquelle tu étais, vous avez réalisé le projet? Alors, c'est un projet qui perdure dans le temps et qui est toujours en cours aujourd'hui, qui a été entamé il y a quelques années de cela maintenant. Je dirais que c'est un projet de fiabilisation et de modernisation de notre système d'information. Je m'explique, on a un historique de plus de 35 ans. Donc, tu imagines bien qu'avec 35 ans, on accumule beaucoup de choses, beaucoup de programmes, une base de données très riche, très complexe, et beaucoup de développeurs passent effectivement dans l'entreprise et qui, voilà, Je pour... pense que là, tous les techniciens de l'IBMI qui nous écoutent, techniciens comme techniciennes, doivent se retrouver dans tes paroles. Clairement. C'est Ça, c'est du c'est vécu, hein. possible. Et voilà, c'est l'enchaînement enfin, plutôt l'accumulation de toutes ces choses font que bah, il y a plein de petites choses par-ci, par-là à améliorer pour que ça soit un peu mieux structuré, un petit peu mieux maîtrisé. Euh, et voilà, on œuvre un petit peu chaque semaine pour essayer de traiter. Je vais pas parler forcément de dette technique parce que je parle pas forcément de code en tant que tel, mais c'est plus de fiabilisation de notre SI dans le sens où maîtriser à 100% notre base de données, maîtriser à 100% les programmes que nous avons dans dans notre SI. Je prends un exemple, on a mis en place il y a plusieurs années de ça des audits pour mettre en évidence des programmes qui n'étaient plus utilisés en production depuis plus de tant de temps. Et s'ils ne sont pas utilisés depuis plus de tant de temps, bah, on les archive. Pourquoi? Tout simplement parce que ça nous permet déjà d'assainir un petit peu ce qu'on a en production, ça nous permet d'un petit peu mieux maîtriser notre contexte, et ça permet aussi, quand on réalise un développement, de se concentrer sur l'essentiel. On ne va pas aller modifier, je prends un exemple comme ça, 10 ou 15 programmes, parce que voilà, on se dit, tiens, potentiellement, les analyses ont déterminé qu'il fallait intervenir ici, alors que factuellement, en fait, il n'y en a que deux ou trois qui servent en production. Donc, c'est permettre d'une amélioration, une fiabilisation, tout en faisant en sorte que bah, derrière, ça puisse avoir un effet bénéfique pour les phases de développement, pour les phases de maintenance, pour les phases d'évolution. C'est ce projet-là qui, au sens large, qu'on mène depuis plusieurs années pour fiabiliser tout ça, qui est un travail sur lequel j'essaye d'apporter une plus-value du mieux que je peux pour, voilà, pour permettre à l'entreprise et même à l'ensemble des développeurs RPG qui sont dans la société de pouvoir bénéficier en tout cas je mets ça entre guillemets, mais d'un environnement de travail qui soit Plus simple, plus le facile plus à prendre en fiable et le main. plus sain ouais, possible, exactement. Bah, tu me corriges peut-être si je dis des bêtises, mais pour moi, plus qu'un projet, c'est un processus là que tu nous présentes même. C'est-à-dire, il y a pas vraiment de fin, on va toujours, comme tu l'avais dit au début, c'est une amélioration continue. Et en tant que tel, ça a pas vraiment de fin, c'est toujours ces espèces de projets sans fin, le serpent qui se mord un peu la queue, il faudra toujours remoderniser un petit peu le système d'information pour s'assurer que tous ceux qui doivent y toucher puissent y toucher dans de bonnes conditions et le laisser, après leur départ, également dans un excellent état. Ouais, on peut parler de processus parce qu'effectivement, ce qui est parti d'un projet de se dire on va mettre en place des audits pour faire des analyses et effectivement, à partir de ces analyses-là, fiabiliser ce qui peut l'être. On a effectivement, en partant de ce projet-là, mis en place différents processus, que ce soit même après, derrière, on a poussé la chose jusqu'à mettre en place des revues de code, mettre en place des process de mise en recette, des process de mise en production également. Donc, en partant d'un projet, effectivement, ça a permis de créer différents process et ça qui perdurent dans le temps et qui nous permettent petit à petit d'être beaucoup plus carré dans ce qu'on fait. On est encore loin d'avoir quelque chose de cadré à 100%. Ça serait mentir que de dire qu'aujourd'hui, j'ai 100% de vision sur notre SI. Quand on a 35 ans d'historique, il y a forcément une grosse charge de travail derrière pour pouvoir, entre guillemets, remettre dans les clous ce qui a pu être un petit peu fait plus ou moins rapidement par moment, par manque
de temps ou par, voilà, fallait prendre en compte également euh, des, des impératifs à un instant T. Voilà, c'est un travail au long cours parce qu'on ne peut pas non plus laisser tomber les projets, on ne peut pas laisser tomber la production. C'est une tâche de fond qu'on essaye de mener petit à petit et au fil de l'eau pour pouvoir améliorer ça. Et c'est pour moi le projet peut-être le plus significatif sur lequel j'ai eu à travailler parce que c'est vraiment au-delà de, c'est pas forcément qu'il y a un début, une fin, c'est de voir l'amélioration finalement au fil du temps entre la situation de départ et ce qu'on peut avoir aujourd'hui et encore plus, si on voit encore un peu plus loin, l'objectif qu'on a à 6 mois, à 1 an, 2 ans, peut-être un peu plus en termes de structuration et de fiabilisation. Là, c'est un projet relativement noble. J'ai envie de dire, c'est presque ce projet, c'est presque le vœu pieux de toute entreprise dont le système d'information est basé sur un IBMI. C'est toujours réussir à continuer cette modernisation. Je sais que tu n'aimes pas employer ce mot d'aide technique, mais pour moi, ça rentre un petit peu dans la thématique où, inévitablement, quand tu fais de la modernisation, ça te permet de te débarrasser au moins en partie un petit peu de cette dette technique. Tout à fait. Après, alors, juste pour préciser ce que tu viens de dire, c'est pas que je n'aime pas le mot, au contraire, de la dette technique, on en fait. Et j'incite tout le monde à en faire parce que je pense que c'est nécessaire aussi de traiter de la dette technique. Mais c'est vrai que j'ai séparé un petit peu la partie dette technique que je visualise un peu plus sur la partie code de ce que j'ai pu présenter, où c'est finalement un peu plus tu as parlé de process, effectivement, mais d'analyse pour finalement déterminer ce qui était encore existant ou pas. Mais les deux sont pour moi légèrement différents, mais au final, ils rejoignent un même but et un même intérêt. Ça nous permet quand même de clôturer à la fois cette partie projet du podcast, mais en même temps, ça, il y a une question qui, quelque part, qui est un peu sous-jacente, que tu as abordée via ce projet, via comment tu en parles, qui est toujours, c'est comment est-ce qu'on gère la modernité dans un SI côté de l'IBMI. Parce qu'on a toujours, enfin toujours, j'exagère je pense, mais très souvent, on se retrouve pour les sociétés qui sont pas basées sur un IBMI avec un existant qui est déjà pesant. Dans votre cas, vous avez réussi à le gérer via ce projet, on va dire, de modernisation, d'amélioration continue. Mais comment est-ce que on peut le gérer, j'ai envie de dire, dans n'importe quelle entreprise? Parce que j'imagine que chez GFP, vous avez suffisamment de ressources pour le faire. Alors, je pense que c'est principalement et surtout une question de volonté et d'état d'esprit. Je parlais tout à l'heure que quand j'étais rentré chez GFP, j'avais eu la chance d'être formé principalement par deux personnes, mais il y en a eu d'autres que je cite pas, mais qui se reconnaîtront. Mais ces personnes-là, dès le départ, elles ont fait en sorte de me donner envie de faire de la qualité, parce que c'est des personnes qui elles-mêmes avaient déjà une vision pour faire de la qualité. Faire les choses pour faire les choses, ok, très bien, mais voyons un petit peu plus loin que le court terme, voyons à moyen terme, voyons à long terme ce que ça pourrait nous apporter. Et c'est des personnes qui, dès le départ, avaient la volonté d'apprendre de nouvelles choses, de ne pas rester sur des acquis, et un état d'esprit d'être ouvert aux choses, d'être curieux, de rechercher de nouvelles choses et d'essayer de les appliquer dans notre contexte d'entreprise. Et je pense que ces éléments-là, c'est des éléments fondamentaux pour pouvoir essayer, en tout cas, d'apporter de la modernisation. Pardon, ça fait presque un peu LinkedIn de ces formulations, mais aussi, j'ai l'impression que ça a été quelque part dans ta parole, enfin dans ta parole, dans ta manière de t'exprimer, c'est quelque part un peu mettre l'humain au centre du projet. C'est-à-dire que l'impulsion doit venir de la personne, pas du système, pas des outils, mais vraiment toute la spirale positive, tout le cercle vertueux doit venir de la volonté d'abord non seulement des développeurs, et peut-être même, je m'avance ici, des décisionnaires. Je pense que tu peux avoir les meilleurs outils du monde, tu peux avoir
la meilleure techno du monde, tu peux avoir le meilleur environnement de travail au monde. S'il n'y a pas une volonté de plusieurs personnes de vouloir, je veux dire, faire bouger les choses ou améliorer les choses, tu, tu pourras pas faire grand-chose. Et j'en reviens encore une fois à ce que j'ai pu apprendre quand je suis rentré, c'est que les personnes qui m'ont formé et qui m'ont donné ces clés-là, j'essaye aujourd'hui de faire perdurer ce qu'elles m'ont appris. Je vois ça comme une forme d'héritage quelque part, parce que voilà, elles avaient la volonté et voilà, elles ont essayé de me transmettre, et j'essaye du mieux possible de poursuivre ça, cette volonté qui est de faire bouger les choses. Effectivement, voilà, c'est l'humain qui agit en premier lieu. Tu fais vraiment bien d'aborder ce point parce que c'était justement la deuxième question que je voulais réserver après déjà plus de 20 minutes de podcast. Il y a ce côté un peu transmission-formation dans ce que tu as dit. Déjà d'une, parce que un peu de ton parcours où tu as dit que tu es arrivé par hasard dans l'IBMI, vraiment, sur une occasion comme ça, sur une opportunité. Et ensuite, de par ce qu'on vient d'évoquer, cette volonté quelque part de transmission, soit du savoir, soit même encore plus des savoirs, des procédés. La question, c'est derrière, finalement, la modernité, comme on vient de l'aborder, et même l'IBMI de manière générale. Est-ce que c'est pas avant tout juste une question de formation? Formation, oui, mais je pense, et c'est aussi un état d'esprit, c'est que euh, pour des nouveaux développeurs, il y a aujourd'hui plusieurs formations qui existent et qui sont relativement efficaces et qui sont très bénéfiques, je pense, pour l'avenir de l'IBMI. Mais pour des développeurs qui sont peut-être déjà présents depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, les formations, c'est une chose, mais je pense que c'est, encore une fois, essentiel d'avoir la volonté et la curiosité de vouloir apprendre autre chose, de vouloir s'améliorer. Parce que des formations, il y en a aussi sur le marché qui sont à disposition pour nous permettre d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses. Mais si, en tant que personne, tu n'as pas l'état d'esprit, la volonté d'apprendre ces nouvelles choses, finalement, tu peux avoir encore une fois, tu peux avoir tous les outils du monde à ta disposition. Si initialement, ça ne vient pas d'une personne de vouloir faire, entre guillemets, mieux ou de se challenger ou d'être curieux, voilà, ça n'ira pas plus loin. Donc, les formations, oui, c'est une chose, mais pour moi, la volonté, l'état d'esprit, la curiosité et l'envie d'évoluer finalement et de ne pas rester sur des acquis sont des principes qui me semblent très importants. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais là, pour moi, tu décris presque des principes personnels que tout développeur de la plateforme se devrait presque de respecter dans le cadre de la modernité qu'on est en train d'évoquer. Là, j'essaie juste de sortir de ce que je viens de définir. C'est-à-dire que si maintenant on sort du purement personnel, je vais prendre l'exemple de toi où tu as dit avant que tu essayes de transmettre justement l'héritage, en quelque sorte, comme tu l'as dit. Comment est-ce que tu te débrouilles? Comment est-ce qu'on pourrait faire quelque part pour donner cette envie, cette curiosité, cette envie de faire mieux aux nouveaux arrivants, ou même à ceux déjà présents sur la plateforme? J'ai pas de réponse toute faite parce que je pense qu'il n'y a pas de solution toute faite à ce sujet-là. Je le vois moi aussi au quotidien. Il y a des personnes qui sont plus enclins finalement à évoluer que d'autres. Alors après, il y a différents facteurs qui rentrent en compte, mais je pense qu'il n'y a pas de solution type à ce type de sujet, malheureusement. C'est vraiment, je pense, encore une fois, c'est s'adapter finalement à chaque personne, à chaque interlocuteur, parce que en fonction du parcours des gens, en fonction de la situation professionnelle des gens, de l'âge des personnes aussi, de ce qu'elles ont pu faire par le passé, de par leur personnalité, tu ne peux pas aborder le point de la même façon. Et je pense qu'effectivement, ça fera une espèce déjà de
petite conclusion dans ce podcast, c'est, je pense que tu as raison sur un point, c'est le fait, c'est tout, le plus important, ce sera toujours la première impulsion. Que ce soit personnellement ou même au sein d'une entreprise. Moi, c'est un avis personnel que j'aimais ici, mais je pense qu'effectivement, donner toujours la première impulsion, ce sera toujours ce qui sera le plus difficile, mais qui sera le plus bénéfique. Le plus dur, Lucas, je pense que c'est pas d'avoir la volonté de le faire ou de trouver l'idée de le faire, ni même comment le faire. Je pense que le plus dur, c'est de faire accepter que ce qu'on propose, ça peut être bénéfique, ça peut apporter une plus-value aux gens. Parce que quand tu changes les habitudes de quelqu'un, bah, le premier réflexe, et c'est totalement humain, c'est d'être un petit peu sur la défensive. Oula, aujourd'hui, je connais ça, je sais faire ça. Maintenant, on me demande de faire cette chose-là. Pourquoi? Est-ce que vraiment c'est positif? Est-ce que comment ça va se positionner vis-à-vis de moi? Donc, je pense que effectivement le plus compliqué, c'est d'emmener les gens avec soi parce que donner la première impulsion, c'est important, mais en plus de donner la première impulsion, il faut s'assurer que ça suive aussi derrière. Et ça, c'est compliqué. C'est assez compliqué parce qu'il faut. C'est pas qu'une problématique technique. Si c'était que de la problématique technique, une problématique technique, ça se gère. Quand tu dois prendre également en compte un aspect humain, bah forcément, c'est plus complexe et c'est normal. Tu dois composer avec les caractères des gens, avec la personnalité des gens, avec encore une fois l'expérience de chacun, la vision de chacun, et il faut faire en sorte que quand tu apportes une impulsion, qu'elle puisse être comprise de tous, acceptée de tous, et que en plus d'être comprise et acceptée, que tout le monde puisse également suivre cette impulsion. C'était le principe, je ne me souviens plus exactement du principe, mais il me semble que c'était un des principes de la gestion de projet, c'était faire d'abord adhérer, et même quand on arrive jusqu'au bout, on peut même faire aimer. C'est quelque part un peu ce que tu me décris, j'ai l'impression. Oui, je pense qu'on peut résumer ça comme ça, effectivement. Parce que on a pu le rencontrer. Enfin, j'ai même moi-même été confronté et été dans cette situation-là où tu as l'habitude de faire quelque chose qui te semble bien, qui répond à un besoin, mais demain on te dit, ce que tu fais là, c'est bien, mais regarde, moi je te propose ça. Dans l'absolu, toi tu fais quelque chose, ça fonctionne, ça répond à ton besoin et c'est, selon toi, plutôt pas trop mal. Pourquoi tu irais faire forcément ce que quelqu'un d'autre te dit de faire ou te propose, alors que actuellement tu constates que toi ça fonctionne et que par rapport à ce qu'on te propose, de premier abord, tu ne vois pas finalement de grande différence, de grand intérêt. Et ben, le travail pour moi le plus complexe, je pense qu'il est là, c'est quand on te propose finalement une nouvelle chose, etc., c'est de faire accepter que cette nouvelle chose, par rapport à ce que les gens savent ou connaissent, peut être plus intéressante ou plus pertinente sans pour autant être plus complexe. Je pense que ça permet de conclure ici. Avant de conclure définitivement ce podcast, Clément, c'est l'heure de la libre antenne. Est-ce que, en plus de tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a peut-être un dernier message que tu voudrais faire passer? Je pense que le monde des développeurs RPG n'est actuellement pas assez curieux. C'est ce qui manque à mon avis, je pense, un petit peu aujourd'hui. Je pense que je vais dire on parce que je me mets dedans et j'englobe tout le monde, mais nous ne sommes pas assez curieux, nous n'avons pas suffisamment envie ni l'état d'esprit pour nous améliorer, pour évoluer. Et je pense que ça, il faut qu'on s'ouvre l'esprit. Soyons curieux, soyons volontaires, soyons moteurs pour progresser en fait au quotidien. On a la chance d'avoir un langage et via enfin, et IBM qui propose tous les ans plusieurs évolutions au niveau du langage.
il faut qu'on soit curieux des nouveautés qui sortent tous les ans, tous les 6 mois, tous les trimestres. Il faut qu'on soit curieux de ça, il faut qu'on regarde ce qui se passe, il faut qu'on teste ces nouveautés-là, qu'on voit ce que ça peut nous apporter et qu'on évolue en même temps que le monde de l'IBMI évolue. C'est ça qui aujourd'hui, je pense, nous fait collectivement défaut. Donc soyons curieux et soyons curieux. Je pense que il n'y a pas mieux comme terme, c'est soyons curieux. Et c'est sur ce bel appel à la curiosité que je vais conclure ce podcast. Je vais donc en premier lieu te remercier, toi Clément, d'avoir accepté cette invitation. C'était très intéressant, merci. Merci à toi, Lucas. Ensuite, je vais remercier Myriam qui m'aide beaucoup à la préparation de ce podcast. Enfin, je vais également remercier Arcade qui m'a suivi dans l'idée de ce podcast. Et enfin, je vais vous remercier vous tous et vous toutes, auditeurs et auditrices. Merci de votre fidélité. Et je vous dis à tous à la prochaine. Au revoir.